Donc bonjour à toutes et à tous. Ici, je vais réaliser une petite capsule concernant la correction de l'exercice numéro 5, un proche par une loi normale. Donc je vais dire un petit peu le sujet. Donc des mesures du diamètre apparent vertical de la planète Vénus sont données en seconde d'arc les résultats suivants. Donc, vous avez une série ici de 30 valeurs. Donc, je vois X, la variable aléatoire représentant non pas le diamètre apparent vertical de Vénus, qui lui est ce qu'il est, mais les résultats d'une mesure de cette grandeur rendue aléatoire par le fait de nombreux phénomènes annexes intervenant dans la pratique de cette mesure. Donc, compte tenu du grand nombre de causes diverses d'erreurs de mesure, il est raisonnable de considérer que X, c'est-à-dire la variable aléatoire associée au diamètre apparent, suit une répartition normale n de valeur moyenne m et d'écart type sigma. Donc, je vais commencer par calculer la moyenne et l'écart type de cette série sur deux valeurs. Et pour ça, pour ce faire, je vais utiliser le fichier Excel. Donc, je vais faire un nouveau partage. Et donc, voilà le fichier Excel correspondant. Donc, ici, vous avez la série de valeurs des angles alpha que j'ai décidé de représenter en seconde d'arc. Et donc ici, ça représente le diamètre apparent de la planète Vénus. Donc je vais commencer par calculer la moyenne. Donc pour calculer la moyenne sur Excel, c'est rien de bien compliqué. Il suffit de faire la somme de toutes les valeurs que vous avez ici, qui vont de 41,6. Alors j'ai pris la précaution de les trier du plus petit au plus grand. Donc, voilà comment je fais. Donc, je vais mettre égal ici dans mon adresse et je vais faire la somme de toutes les valeurs que vous avez ici, c'est-à-dire de toutes ces valeurs-là, comme ceci. Donc là, j'ai fait la somme. On fait ça. Et je vais diviser par l'effectif de la population correspondante. Donc voilà, j'ai effectué la somme. Donc regardez la syntaxe sur Excel. J'ai fait la somme de A31 jusqu'à A30 et j'ai divisé par l'effectif. Donc ici, j'ai la valeur moyenne correspondante que je vais mettre ici en rouge. Et j'ai mis deux chiffres significatifs parce que il n'y a que deux chiffres significatifs après la virgule dans le calcul de ma moyenne. Donc voilà ici, je vais reprendre mon enregistrement et donc maintenant je vais calculer l'écart type. Alors pour calculer l'écart type, comment je vais faire? Je vais calculer la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc là, pour ce faire, je vais utiliser Excel. Donc ici, vous avez ici les valeurs. J'ai ma moyenne ici qui vaut 42,94. Je vais calculer les écarts à la moyenne. Alors, comment je vais faire? Je vais prendre tout simplement l'adresse que vous avez ici, moins la moyenne qui fait 42,94. Voilà. Je tire tout en bas et j'ai les écarts à la moyenne. Alors, tout ça pour faire quoi? Tout simplement pour calculer la variance. Alors, qu'est-ce que c'est que la variance? Tout simplement, je vais le faire ici. Donc, la variance, le symbole, je vais l'écrire comme ça. La variance, c'est tout simplement la racine carrée de cette expression-là. Bien, je reprends un petit peu mon explication parce que je m'étais un petit peu emmêlé dans les pinceaux. Bon, normal, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Je commence simplement à m'y mettre. Donc, j'ai rappelé ici les formules pour calculer la moyenne. Donc, la moyenne, c'est la somme de l'effectif complet que vous avez ici sur les 30 valeurs divisé par l'effectif de ces effectif complet, c'est-à-dire 30. Donc, la variance, comme je vous l'ai dit, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, enfin la somme. On divise par n-1 parce que comme il n'y a que 30 valeurs, on ne peut pas extrapoler à l'infini, c'est-à-dire avec la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne, comme on le fait dans
les variables gaussiennes. Et ici, bon, ben, mon écart type, ça n'est rien d'autre que tout simplement la racine carrée de la variance. Donc, j'ai remis toutes ces définitions dans le TD qui corrigeait que je ne vais pas oublier de sauvegarder. Sinon, je vais encore avoir des tours. Voilà, donc maintenant, je vais effectuer les calculs. Et je vous montre ça. Donc ici, donc, je vais calculer la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc, je vais prendre cette grandeur-là. Je vais le mettre dans la table à la case à côté et je vais mettre tout ça entre parenthèses et le mettre au carré. Voilà. Donc, comment je fais? Je reprends à nouveau les adresses qui sont là. Je mets à la puissance 2 en appuyant sur le petit chapeau ici. Et je vais faire ça tout le long des 30 valeurs. Voilà. Donc, je vais faire la somme ici de toutes ces grandeurs-là. Donc, je reprends en somme de ce que j'ai fait ici, des carrés, des écarts à la moyenne. Donc, je fais la somme ici, j'ai mon résultat et je divise par n-1, c'est-à-dire par 29. Voilà, donc je vais laisser comme ça et je vais calculer mon écart type ici. Donc, ça, c'est ma variance. Donc voilà, j'ai ma variance qui est ici, à cet endroit-là. J'ai mon écart type qui correspond à la racine carrée de ma variance, 0,35, et j'ai ma moyenne qui est là. Et la médiane, comment j'ai fait? On le demande, j'ai 30 valeurs. J'ai pris la 15e et la 16e, j'ai pris la moyenne des deux. Et là, je vous rappelle, la médiane, qu'est-ce que c'est? Ça représente tout simplement la valeur pour laquelle vous avez 50% des valeurs qui sont en dessous et 50% des valeurs qui sont au-dessus. Vous pouvez constater également que la médiane n'est pas égale à la moyenne. Alors, la médiane est égale à la moyenne dans le cas très particulier de la loi normale, c'est-à-dire avec la gaussienne qui, dans ce cas-là exactement, vous avez la médiane qui est égale à la moyenne. Donc voilà, voilà mes séries de valeurs. Donc maintenant, je les ai mises dans ma correction, c'est-à-dire dans mon TD. Donc j'ai marqué la moyenne qu'on va symboliser par n par la suite, l'écart type qui est égal à sigma et la variance qui est égale à V. J'ai mis les valeurs ici. Alors j'ai oublié de taper la symbolique de la variance et c'est ce que je vais faire tout de suite, ainsi que pour l'écart type. Donc voilà, j'ai résumé, donc moyenne, variance, écart type avec les formules adéquates. Ici, on travaille avec n-1 parce que je n'ai que 30 valeurs. Donc voilà, la médiane est de 42,96 minutes d'arc. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on va faire pour calculer la probabilité qu'une mesure soit comprise entre 42 et 43 minutes d'arc grâce aux tables de la loi normale. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer comment on calcule la probabilité grâce aux tables de la loi normale. Donc, je vais préciser certaines hypothèses. Donc, alpha, c'est le diamètre apparent. Diamètre apparent de la planète Vénus. Donc, toujours exprimé en minutes d'arc. Et ensuite, je vais faire intervenir la variable aléatoire grand X qui va dépendre de alpha, c'est-à-dire le diamètre apparent de la planète Vénus. Et donc, toujours avec voilà, x de alpha, donc qui va être égal à quoi? La valeur de alpha moins la moyenne sur l'écart type. Voilà. Donc, comment est déterminée la probabilité qu'une valeur soit comprise entre 42 et 43 minutes d'arc? Donc, je vais l'écrire de cette façon-là. Donc, la probabilité que alpha
soit compris entre 42 et 43 minutes d'arc. Je vais l'écrire comme ceci. C'est des secondes d'arc. Le principe est toujours le même. On l'écrit de cette façon-là. Alors toujours, hein, je vais écrire ça à partir de la loi normale classique. Hein. Donc là, je vais écrire 42. Ici, 43. Alors, je vais remettre pour une dernière fois la formule 1 sur sigma, le tout racine carrée de 2 fois pi, de l'exponentielle, que je vais écrire EXP. Je vais ouvrir un crochet. Donc, moins un demi devant. Voilà. De moins un demi de cette expression-là. Au carré. D alpha. D lambda. D alpha. Donc voilà, ça c'est la définition exacte de la probabilité à partir de la loi normale, la gaussienne classique. Donc comment on va faire pour calculer ça? On va faire ce qu'on appelle un changement de variable. Alors le changement de variable est le suivant. Vous admettrez que cette probabilité-là est égale à celle-ci. Alors je vais reprendre l'expression que vous avez ici, comme ceci. Je vais la copier puis je vais la modifier en dessous. Donc ici, on va supposer qu'on va travailler avec, on fait un changement de variable, et ici, je vais l'appeler grand X. Voilà, et ici, je vais marquer D de grand X. Et ici, on va calculer le grand X associé à 42 minutes d'arc, à partir des valeurs qu'on a calculées dans le tableau Excel. Et je vous montrerai par la suite comment on se sert des tables de la loi normale centrée réduite. Donc voilà, je reprends mon petit cheminement intellectuel. Donc voilà, je vous ai écrit que la probabilité que la valeur du diamètre apparent soit comprise entre 42 et 43 était donnée par l'expression que vous aviez ici. Donc je pratique mon changement de variable. Et donc maintenant ici, je vais calculer la probabilité avec les valeurs que j'ai calculées ici, x de 42 entre moins 2,68 et 0,17. Donc je reprends mon tableau. Et donc la probabilité, donc je vais reprendre cette expression-là que vous avez ici. Donc c'est la partie la plus importante. Et ici, je vais mettre les valeurs de x de 43, à savoir 0,17. Et ici, x de 42, à savoir moins 2,68. Alors, on admettra que ce sont égales à des valeurs que je vais définir, que je vais appeler des grands pi. Grand pi de 0,17, fermez la parenthèse, moins grand pi de moins 2,68. Et donc là, maintenant, on va s'intéresser à comment on trouve ces valeurs pour pi de 0,17 pour commencer et pi de moins 2,68 avec les valeurs qui sont contenues dans les tables de la loi normale. Donc, je vais refaire un partage d'écran et je vais vous montrer ici les tables de la loi normale centrée réduite. Alors, comment on fait pour se servir de 0,17 ? Ici, vous regardez, j'ai 0, donc ça, c'est la probabilité. Ça veut dire qu'il y a 50% des valeurs qui sont au-dessus de 0 et 50% des valeurs qui sont en dessous. La loi normale centrée réduite
l'allure d'une courbe en cloche, qu'on appelle la courbe de Gauss. Et donc, vous avez 50% des valeurs au-dessus de 0 et 50% des valeurs en dessous. C'est pour ça qu'on travaille avec la loi normale centrée réduite, ce qui veut dire que la moyenne ici est égale à 0 et l'écart type est égal à 1, ce qui est justifié par le changement de variable qu'on a fait précédemment. Donc 0,17, comment je fais? Vous prenez 0,1 ici et vous prenez l'intersection avec 0,07, c'est-à-dire 0,1 plus 0,07, ça fait 0,17. Et sur quelle valeur on tombe? On tombe sur 0,5675. Donc ça, c'est pi de 0,17. C'est l'intersection que vous avez ici, donc c'est ce que je vais rajouter dans mon tableau. Donc on a 0, je vais reprendre ma valeur parce que je ne l'ai pas mémorisé, 0,5675. Voilà, donc ça c'est pi de 0,17. Alors comment on fait maintenant pour déterminer pi de moins 2,68? Alors ici en plus ce sont des valeurs négatives. Vous pouvez remarquer que dans la loi normale centrée réduite, dans le tableau il n'y a pas de valeur négative. Vous admettrez que c'est égal à 1 moins pi de 2,68. Pourquoi? Parce que la surface de la gaussienne correspond à 100% des valeurs. Et donc, pi de moins 2,68, c'est l'événement qui suppose que grand X est inférieur à moins 2,68. Et donc, on va se servir de l'événement contraire, pi de 2,68. Et donc, vous avez la somme des deux qui est égale à 1. Donc, c'est pour ça que vous avez une soustraction ici. Donc, ça va faire 1 moins... Je reprends à nouveau ma valeur, 2,68 dans ma loi normale. Donc là, je vais à 2, 2,6 pour être exact. Donc 2,6 est ici et 2,68 est à l'intersection que vous avez là, l'avant-dernière. Donc 2,68 va être ici. Donc 0,9963. 0,9963. Voilà. Et donc, ça permet de déterminer la probabilité correspondante. Donc, on a trouvé 56% en faisant la différence avec ce que je vous ai expliqué concernant la loi normale centrée réduite, comment on a trouvé pi de 0,17 et pi de moins de 68 avec l'événement contraire. Donc, maintenant, pour la question 4, on va calculer en s'inspirant des valeurs des données du tableau le nombre de valeurs comprises entre 42 et 43 minutes. Donc, il suffit de reprendre les valeurs du tableau que vous avez sur Excel ici. Il suffit de compter entre 42 et 43. Si vous comptez exactement, vous allez en trouver 18. Donc, si on trouve 18, 18 valeurs sur 30, il suffit de répondre et on va trouver la probabilité. Il y a « 18 valeurs sur 30 en faisant le dénombrement dans le tableau. » Donc 18 valeurs sur 30, ça fait grosso modo 60%. Donc 60%, on n'est pas tellement éloigné des 56, mais c'est un exercice de statistique. Statistique, c'est une science, mais on n'a pas toujours exactement les mêmes valeurs. Dans ce cas-là, ce sont des valeurs approchées, c'est des statistiques. Alors, donc, si on fait 60% par rapport à 56%, on pourrait parfaitement imaginez que la distribution de valeurs que vous avez dans le tableau ici, des diamètres apparents verticales de la planète Vénus, on pourrait conjecturer éventuellement que cette distribution suit une loi normale. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, on peut éventuellement conjecturer que le diamètre apparent de la planète Vénus suit une loi normale, mais pour le vérifier de manière plus rigoureuse, il faudrait tracer la droite de Henry. Donc maintenant, on va déterminer un intervalle de confiance grâce aux paramètres de Student.
Donc, pour déterminer maintenant l'intervalle de confiance au seuil de 95% de confiance, je vais reprendre les valeurs que j'ai calculées et on va préciser. En fait, il suffit d'appliquer tout simplement la formule que vous avez ici pour déterminer le paramètre de confiance, enfin l'intervalle de confiance à 95%. Alors, bon, ça va aller vite. Donc, je vais compléter directement dans mon tableau. Ici, ça fait 30 moins 1, puisque j'ai 30 valeurs, ça fait 29. Donc, ça, c'est mes degrés de liberté. Ma moyenne, je vais la réécrire. On avait trouvé 42,94. Donc, voilà pour ma moyenne. Mon écart type avec n-1 valeur, puisqu'on avait divisé par 29, on avait trouvé, je vais reprendre mes valeurs aussi, on avait trouvé 0,35. Voilà. Alors, le problème maintenant, c'est de déterminer le paramètre que vous avez ici, t de 1 moins alpha sur 2, avec 29 degrés de liberté. Donc, je ne vais pas me casser, me compliquer l'existence. Je vais vous montrer ça d'une manière très simple. Donc, on va reprendre la table de la loi de Student que vous avez ici. Quand on a un nombre infini d'expériences, rappelez-vous, on a vu dans le cours de statistique, on a plus ou moins 2 fois l'écart type pour avoir un intervalle de confiance de 95% et plus ou moins 3 fois l'écart type pour avoir 99. Donc, regardez ici, vous l'avez à 1,96 à cet endroit-là. Là, on a 95% de confiance. Et comme on a 29 en degré de liberté, le paramètre de student, il est ici. Donc, c'est 2, 0, 45. Donc, j'ai pu éventuellement faire des erreurs dans le précédent TD. Donc, je rectifie ici. Ici, on a 1,96 pour 95 degrés, 95% de confiance. Et là, c'est quand vous avez un nombre infini d'expériences. Au-delà de 100, ça marche. Au-delà de 50, ça marche. 30, c'est encore un peu limite. Donc ici, vous l'avez pour 29. C'est 2, 0, 45. Voilà la valeur de mon paramètre de student pour les 29 degrés de liberté. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, 2, 0, 45 pour un intervalle pour 95% de confiance. Et je n'ai plus qu'à appliquer la formule qu'il y a au-dessus, qu'il y a ici avec n égale 30. Donc voilà, j'ai effectué mon calcul. Donc j'ai affiché les valeurs avec le paramètre de student qu'on avait trouvé à 2,045 fois l'écart type sur racine carrée de 30. Je trouve toutes ces grandeurs-là. J'applique ma formule et donc on en déduit que le diamètre apparent est de 42,94 à plus ou moins 0,13 secondes d'arc, ce qui représente 0,3% de marge d'erreur à 95% de confiance. Donc, c'est une mesure qui est relativement précise. Il va sans dire que plus vous augmentez le nombre d'expériences petit n, plus vous allez vous rapprocher d'une valeur de plus en plus proche de la réalité. Pourquoi? Parce que comme racine carrée de n est au dénominateur, si le nombre d'expériences augmente, vous allez diminuer l'incertitude aux alentours de la valeur vraie. Et donc, vous allez augmenter par là même votre intervalle de confiance. Donc maintenant, je termine ce petit TD. Donc là, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va le faire avec 99%. Alors, la démarche est la même. Je vais à nouveau regarder dans mon paramètre de student. 99%, je l'ai ici. Je l'ai ici, à 99%. Je vais à l'infini. On est à peu près ici. Donc là, je termine. On est toujours à 99% de chance. Donc là, je vais prendre 2,75 pour être avec 29 degrés de liberté. Donc 2,756. Donc ici, je change. Voilà. Je ferai les calculs après. Donc 2,756 ici.
Voilà. Et puis, tout en gardant les valeurs précédentes, hein, que je vais recalculer tout de suite sur Excel. Donc voilà, j'ai effectué les calculs, hein, donc je n'ai plus qu'à modifier. Donc ici, je vais mettre 0,17. Voilà. 0,17 ici aussi. 0,17 là. Et là, je vais avoir un intervalle de confiance de 99%. Là, je vais augmenter un petit peu à 0,4% de marge d'erreur. Et donc, voilà les résultats qu'on va obtenir, hein, avec 99% de confiance d'être au voisinage de la valeur exacte. Donc voilà, hein, j'ai terminé mon petit exercice, hein, donc de manière beaucoup plus rigoureuse, avec les explications qui, j'espère, vous auront été utiles, hein, et donc, voilà comment on peut déterminer des marges d'erreur, hein, avec un intervalle de confiance plus ou moins élevé. Et donc, vous pouvez constater ici que j'augmente mon incertitude relative. Hein, je vous rappelle, hein, c'est ce que vous aviez vu en première année, delta alpha sur alpha. Donc, c'est une incertitude relative sans unité, hein, qui va en augmentant. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté mon intervalle de confiance. Hein, donc, vous avez une dispersion des valeurs qui est un petit peu plus importante autour de la moyenne. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'aurai pas été trop long ou trop rébarbatif. Hein, et puis, j'aurai encore l'occasion d'effectuer et de faire d'autres capsules, hein, que vous aurez la joie et le bonheur de retrouver sur Moodle. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.